Bonsoir pour la dernière table ronde du jour. Tout de suite, vous présentez les participants. Monsieur Haïti Clef, qui est le directeur général adjoint de la Banque maghrébine de l'investissement et du commerce extérieur, basée à Tunis. Je pense qu'il vous présentera également en quelques mots la BEMIS. Monsieur Samir Menchkan, qui est le directeur général de CGCI. Madame Abir Boulel, qui est responsable des financements en dette et fonds propres chez Sotugar pour les PME, et Monsieur Abdelmoumen, qui est le directeur de la stratégie de Tamwilcon. Donc, dans cette dernière table ronde a pour sujet les relations entre les fonds de garantie et les banques, et donc entre les banques commerciales, mais également les banques de développement. Et ça nous a semblé intéressant d'inviter également M. Haïti Clef, puisque sous d'autres latitudes, les fonds de garantie collaborent beaucoup avec les banques de développement. On a l'impression que c'est moins le cas, peut-être, en Afrique du Nord. Et donc, peut-être l'occasion de ce panel pour en parler. L'objectif est de voir comment améliorer les relations avec les banques, comment, au travers de cette amélioration, finalement, accroître la distribution de garanties et le financement et réduire leur aversion au risque. Alors, en introduction, on voudrait juste partager avec vous une enquête de satisfaction qu'on a menée, pour être honnête, au sud du Sahara, sur un panel de banques en Afrique francophone par rapport aux fonds de garantie. On a demandé aux banques qui utilisaient les fonds de garantie quels étaient les critères pour choisir un fonds de garantie, puisque souvent, enfin, en Afrique subsaharienne, les fonds de garantie sont dans un environnement compétitif, donc il y en a plusieurs, et une même banque peut avoir le choix entre plusieurs fonds de garantie, entre les fonds de garantie pays, supranationaux. Donc il y a une concurrence qui s'installe. Et juste partager avec vous les priorités, très rapidement. La première priorité, c'est les conditions de mise en jeu de la garantie. Que les banques nous ont partagées, nous ont dit, mais voilà, comment est-ce qu'on appelle les garanties, comment est-ce qu'on les réalise. La deuxième priorité, c'est la tarification. Combien les banques doivent payer pour ça, alors combien, si après elles refacturent ou pas. Troisième critère de choix, c'est la qualité relationnelle et l'existence d'un contact préalable entre le client et le fonds de garantie. La banque n'a pas forcément envie de s'embêter du dossier, de la discussion, de la négociation avec le fonds de garantie, et si la relation est déjà pré-approuvée par le fonds de garantie, ça fait gagner beaucoup de temps. En tant qu'ancien banquier, je partage à 200%. Troisième ex-aequo, c'était la pondération prudentielle. Je crois qu'en Afrique du Nord, pour vous, vos banques centrales ont accordé aux banques commerciales de très bonnes pondérations sur vos engagements. Mais évidemment, la pondération prudentielle. Également, quatrième, c'est la solidité du fonds de garantie, donc son rating éventuel, et finalement la durabilité, la perspective d'être payé à moyen, long terme. Et la dernière priorité, c'était la flexibilité sur les termes, conditions, les waivers et ce genre de choses. Donc voilà, c'est juste food for thought, comme on dit, et partager ça avec vous. Alors peut-être première question, M. Haïti Clef, peut-être quelques mots sur la BEMIS et quels sont comment vous voyez les relations existantes potentielles de la BEMIS avec les fonds de garantie, notamment dans vos pays d'intervention. Vous avez 3 de vos pays d'intervention ici. Voilà. Merci. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour cette invitation et le partage d'expériences et ces témoignages-là. Effectivement, le brassage et le maillage qui existe à travers les régions entre les institutions en charge des financements et les institutions en charge des garanties, de l'émission des garanties. Je dirais que ce maillage-là constitue une trame de fond très importante dans la construction des relations financières. Pourquoi ? Parce que les bailleurs de fonds et les institutions en charge des financements, généralement, elles cherchent une chose, c'est la mitigation des risques. Et les fonds de garantie constituent un bon vis-à-vis institutionnel qui permet d'instaurer des passerelles de manière efficace, sécurisée,
institutionnaliser et dans pas mal de cas réduire les coûts également du financement à travers soit la facturation qui soit dans des niveaux modérés ou bien dans les calculs de risque également par rapport au ratio prudentiel. Donc la BMI, c'est un peu dans cette logique-là. La Banque maghrébine, quand je dis BMI, c'est la Banque maghrébine d'investissement et du commerce extérieur, qui est une banque multilatérale qui a son siège à Tunis, en Tunisie. C'est une banque de développement régional. C'est un peu la petite sœur de la Banque africaine de développement. Elle intervient sur les 5 pays, à savoir la Mauritanie, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et la Libye. Nous avons 5 marchés d'intervention. Ce sont des marchés qui sont assez variés, hétéroclites, et qui ont des niveaux d'exigence assez différents. Ce qui nous conduit à un certain moment à adapter et à faire un adressage de nos produits, de nos offres de financement de manière assez différente d'un marché à l'autre et apporter cette réponse aux demandes ou aux besoins de financement. Nous intervenons sur un certain nombre de segments qui vont de la PME jusqu'aux gros projets d'État, notamment à travers cette dimension d'intégration régionale. Récemment, il y a quelques mois, nous avons élaboré une nouvelle stratégie à travers un cabinet international qui nous a accompagnés et nous avons défini ensemble une nouvelle stratégie 2023-2027 qui intègre un certain nombre d'éléments très positifs qui ont offert un mandat ou qui ont permis d'ouvrir le mandat actuel de la Banque maghrébine pour pouvoir assurer une meilleure présence sur ces marchés traditionnels. Et il y a eu également la révision de la politique de financement. Et lors de l'élaboration de cette politique de financement nouvelle qui s'est inspirée de la stratégie, justement, la dimension garantie a été une dimension prise avec beaucoup d'intérêt et beaucoup de précautions. Pourquoi ? Parce que c'est un élément qui construit la décision d'octroi de financement, d'une part, mais en même temps, c'est un élément qui permet de mettre des moulinettes de calcul de risque qui intègrent cette dimension-là d'institution de garantie. Après, aujourd'hui, sur la région, nous n'avons pas d'institution de garantie qui offre des garanties sur la région de manière générale, mais il y a beaucoup plus des institutions nationales qui interviennent avec je dirais les banques commerciales locales. Et d'ailleurs, on a un panel ici présent aujourd'hui et il y en a d'autres. Nous avons tenté l'expérience avec des fonds de garantie régionaux, panafricains également, mais en termes de construction des business cases, ça n'a pas trop avancé là-dessus. Et il y avait la contrainte également du coût de facturation parce que sur nos marchés d'intervention, nous sommes sur les 5 marchés, il y a 2 marchés qui sont réputés hautement risqués, donc ce qui fait que les niveaux de facturation n'ont pas été au niveau des attentes du côté BMIS et nous n'avons pas trop avancé. Mais cela n'empêche, nous sommes toujours en position d'écoute par rapport à toute offre qui pourrait se présenter et on s'oriente même vers des institutions qui sont en dehors du continent pour pouvoir trouver des réponses en matière de garantie. Nous sommes en train de construire également un autre modèle dans le sens où nous construisons des cofinancements avec des banques locales pour pouvoir adosser cela à des garanties au niveau national dans chacun des marchés dans lesquels nous intervenons. Voilà, à ce niveau-là, je préfère juste m'arrêter à ce stade-là et je compléterai par la suite par rapport aux évolutions des débats. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Abdelmounem, comment aujourd'hui, quelles sont les leçons Tamwilcom existe ce matin, Moustapha nous a présenté l'histoire de Tamwilcom et sa structuration progressive. Quelles sont les leçons que vous tirez de cette histoire récente et un peu plus ancienne dans vos relations avec le secteur bancaire, peut-être les bonnes pratiques que vous voudriez partager et peut-être aussi réagir à ce que M. Haïti-Clef disait. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de travailler sur la garantie de financement octroyée par des banques de développement, pas forcément la BMIS, mais d'autres banques? Merci beaucoup. Donc, déjà, bien sûr, nous, on a une histoire assez longue. Donc, on est peut-être les plus vieux de la région. Donc, cette année, on fête les 75 ans de l'expérience. Donc, durant cette période, nous avons appris en fait beaucoup de leçons donc, sur la base de notre retour d'expérience.
La preuve en est que c'est le vrai développement n'a eu lieu vraiment que durant les 2 dernières décennies, pratiquement, parce que c'est là où on a commencé à faire des réformes structurantes. Pendant une bonne période, on avait fonctionné comme étant une institution publique trop administrative. Donc, c'est-à-dire, on avait un processus assez rigide. Et bien sûr, l'indemnisation était très complexe, c'est-à-dire on tiquait sur des papiers particuliers, donc sur chaque sûreté, par exemple, chaque changement au niveau d'une composante du programme d'investissement et tout devait transiter par nos instances avec des comités qui fonctionnaient avec l'unanimité. Donc, c'était vraiment compliqué pour les banques. Et on s'est retrouvé avec comme conséquence, les banques ne voulaient pas beaucoup travailler avec nous. Et ça, on l'avait clairement démontré à travers des enquêtes de satisfaction, une enquête également d'image d'envergure, qui a fait sortir plusieurs constats. Le premier, c'était la mise en jeu, c'est-à-dire, oui, on a la garantie, mais après, lorsqu'on a besoin d'exécuter, donc c'est très compliqué. Donc, il y avait également d'autres considérations, comme le scope d'intervention qui était très limité. On ne couvrait pas, par exemple, l'exploitation. On excluait certains secteurs à valeur ajoutée. En même temps, il y avait de l'autre côté des contraintes parce que chaque indemnisation pour nous, c'était l'utilisation des deniers publics. Et donc, nous, on ne pouvait pas, par exemple, suivre les banques lorsqu'elles faisaient des abandons sur leurs créances. Donc, pour nous, ça devait remonter jusqu'au chef de gouvernement. Et donc, aucun ne prenait cette décision parce qu'il y avait des répercussions politiques. Donc, tout ça nous a mené à changer complètement de façon de travailler. Donc, on a abandonné les l'ancien mode de travail avec une offre qui suit l'ensemble du cycle de vie, depuis la création jusqu'à la transmission, ou le cas échéant, la restructuration financière, avec pratiquement tous les mécanismes pratiquement disponibles sur le marché, donc banque, mais aussi leasing, banque participative islamique plus récemment, et capital risque et prêt d'honneur. Maintenant, on travaille avec toutes les banques qui sont agréées par la Banque centrale et sur certaines activités, une activité particulière qui est la garantie au profit des entreprises publiques. On peut travailler avec des bailleurs internationaux, pas forcément ceux qui sont présents au Maroc. C'est-à-dire, c'est là où on a par exemple eu à garantir une opération, par exemple, récemment pour le compte du transporteur ferroviaire national qui a fait une émission d'obligation dont une partie a été souscrite par la Bird. Maintenant, on commence à travailler avec des DFIs sur la garantie publique, sachant qu'on travaille avec ces institutions indirectement parce que généralement, ces banques de développement comme l'AFD, comme la BEI, comme le KfW et autres, ils travaillent avec le secteur bancaire marocain à travers des lignes de refinancement et qui sont utilisées par la suite pour octroyer des crédits à un portefeuille que nous garantissons par la suite. Et on travaille avec elles lorsqu'elles dotent notre activité à travers des prêts concessionnels à l'État. Et nous, on est généralement dans ce cas l'agence d'exécution. Mais après le développement de l'activité, maintenant on est dans une configuration où on va commencer de plus en plus à travailler directement avec de telles institutions. Pratiquement, lorsqu'on parle de financement plutôt de garantie d'établissements publics, on parle d'une garantie qui couvre 100% en principal et intérêt avec une indemnisation échéance par échéance. Donc, c'est un mode, disons, peut-être le plus souple et le plus, disons, incentif pour ces banques. Et également parce qu'on travaille en garantie d'établissements publics pour lesquels la notion de défaut, elle est complètement différente parce que on imaginerait par exemple mal d'attendre une liquidation du transporteur aérien ou l'opérateur qui produit l'électricité ou distribue l'eau. Mais on peut imaginer des cas où ils n'ont pas suffisamment de trésorerie pour payer des échéances. Donc ça, c'est globalement, on peut dire pour résumer, la revue de l'offre, la revue des modalités d'intervention. On délègue par exemple entièrement aux banques à travers une approche digitalisée
pour les petits crédits qui ne dépassent pas l'équivalent de 100 000 euros. Pour le reste, donc, on a également l'indemnisation en perte finale avec des avances entre 50 et jusqu'à 100% en fonction de la taille du ticket. Et on n'a plus de process, par exemple, spécifique ou canevas spécifique qu'on impose aux banques, parce qu'on travaille avec les banques chacune selon son système. Et par la suite, c'est plus des interfaçages à travers l'interfaçage des systèmes d'information qui permet donc d'échanger l'information. Voilà pour résumer donc l'évolution. D'accord, écoutez, merci beaucoup. Et puis je note le focus sur le digital et puis le sens de l'adaptation aux banques en essayant de s'adapter à chacune. Monsieur Mechkan, de votre côté, l'approche partenariale avec les banques, comment vous mettez ça en œuvre et quelles sont les leçons que vous en tirez? Donc la CGCI, depuis sa création en 2004, on a commencé en 2006, on travaille avec 15 partenaires dans 6 banques publiques de la place qui partagent à peu près 1300 agences sur le territoire. On a 4 sociétés d'établissements de crédit bail et 4 banques étrangères installées en Algérie. Donc, on intervient seulement en crédit d'investissement. Donc, on n'intervient pas sur l'exploitation ou d'autres modes de financement. Un montant aussi, on a plafonné à 350 millions de dinars. Donc, suite à la loi de 2017 de la PME, donc, vu la taille des sociétés, donc, le montant est limité à 350 millions de dinars. Donc, la nouveauté en 2023, on a délégué, c'est-à-dire on a délégué la garantie à raison de 50 millions de dinars. Vu le nombre important du réseau, c'est la masse. Donc, jusqu'à 50 millions de dinars, la banque elle-même actionne la garantie avec un reporting qu'elle devra nous transmettre pour un suivi. Donc, ce qui concerne le relationnel, on a mis en place en 2023 une plateforme numérique. Donc, la banque peut introduire une demande de garantie via notre site web en temps réel. Et ça permet aussi l'échange entre nos 2 partenaires sur n'importe quel questionnement. On a aussi procédé à des regroupements périodiques, mensuels avec les partenaires. Regroupements, donc c'est de bas à bas, c'est basique. On leur apprend comment constituer le dossier, comment carrément, c'est-à-dire du basique, hein, c'est-à-dire comment remplir le formulaire, comment constituer un dossier. Donc, en ce qui concerne les délais, on a amélioré les délais de traitement. Donc, pour une demande de garantie, on a 7 jours, on transmet la notification. Depuis 2022, on a amélioré les délais de traitement. Pour ce qui est l'indemnisation, c'est vrai, donc à ce jour, on est à 6 milliards de dinars d'indemnisation, principalement en 2022, suite au post-Covid, à la crise Covid. Donc, on a eu beaucoup d'indemnisations. Actuellement, on gère 1816 en portefeuille vivant, 1816 garanties, équivalent à 27 milliards de dinars de garanties. En matière bon, il reste une faiblesse par rapport au recouvrement. C'est le cas des banques. On est à 7% de taux de recouvrement qui est faible. Hein, qui est faible. Donc, il y a la procédure qui est lente. Hein. On accompagne les banques pour aboutir à des dossiers. Donc, on est en perpétuelle relation avec nos partenaires. Hein. Donc, principalement, c'est-à-dire le point fort, je pense, c'est la digitalisation, la plateforme qu'on a installée sur notre site qui permet l'échange en temps réel sur tout le réseau des partenaires des banques. D'accord, merci beaucoup. On va y revenir. Madame Boulel, dans vos fonctions, comment vous voyez justement l'expérience client, puisque les banques sont vos clients aussi. Voilà, et l'expérience finalement UX qu'on entend partout, User Experience, ça s'applique aussi au fonds de garantie. Quelles sont les mesures que vous avez pu mettre en place et qu'est-ce qui fonctionne? C'est plutôt bien nos relations avec nos partenaires banques et SICAR.
En fait, on joue sur la communication, sur les partenariats stratégiques, sur les sessions de formation et sensibilisation. La Sorte du Gard organise périodiquement des séminaires régionaux à chaque lancement du nouveau produit. On fait aussi des sessions de formation pour, euh, pour, euh, pour améliorer la communication avec les chargés de déclaration. Afin de leur assister pour avoir une bonne maîtrise et manipulation du plateforme, comme, comme au lancement du nouveau mécanisme Zamen Express, l'équipe technique et informatique s'est déplacée dans les locaux des banques pour mieux communiquer avec nos partenaires. Sinon, pour les partenariats stratégiques, on signe des conventions avec le ministère de Finances et des conventions avec chaque partenaire, avec chaque banque. Sinon, on joue aussi sur la transparence des données, sur l'utilisation des technologies financières. Comme aux périodes de pandémie Covid-19, on a instauré une plateforme avec dématérialisation de déclarations et un délai de traitement très rapide. Ça ne dépasse pas 5 jours. Sinon, avec le ministère de Technologie, de l'Économie et de la Communication, on a instauré une plateforme dédiée aux start-upers pour faciliter l'accès des projets à la garantie. Sinon, on avait un ancien système de garantie locale. On a fait une migration vers une plateforme web pour avoir l'accès à distance et le suivi de déclaration côté banque et Sotugar. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. Il y a deux questions qui reviennent souvent quand on discute avec les banquiers. C'est, on en citait une qui était l'existence d'un contact préalable entre le client et le fonds de garantie. Et donc une saisine, on se dit bah, déjà le dossier, il a déjà été revu par le fonds de garantie. Et donc, bon, on va dédier du temps et donc de l'argent à étudier ce dossier-là. Et puis la deuxième chose, c'est on peut pas nier parfois l'aléa moral qui est un petit peu perturbé par l'intervention d'un fonds de garantie qui plus est public. Et donc la possibilité pour la banque d'acheter la garantie en fait, mais sans que nécessairement le client soit totalement au courant qu'il y a la garantie pour maintenir un petit peu cet aléa moral et aussi protéger le fonds de garantie à la fin. Comment à Tamwilcom vous essayez de prendre en compte ces deux préoccupations, si vous les partagez bien sûr? Donc, sur la base de notre ancienne expérience, on avait ce guichet d'accès direct donc, auprès de nos, disons, de Tamwilcom, donc l'ex-caisse centrale garantie. Mais on a constaté que le taux de retour, une fois que l'accord de principe a été obtenu, le taux de retour pour l'accord définitif auprès de la banque était très faible. Donc, une fois donc, on a un peu discuté avec les banques sur ça, donc c'est avéré qu'il y a bien sûr un caractère important. Au moins, bon, si on prend en considération disons, la culture business des banques, par exemple au Maroc, c'est que chaque banque, elle est un peu très jalouse de ses clients. Donc, elle veut être le seul point de contact donc, pour la relation, parce qu'il y a également d'autres, ça ne se limite pas au crédit qu'elle va nous soumettre pour la garantie, mais c'est tout un package qu'elle offre aux clients, dont des crédits qui ne vont pas être garantis, dont la gestion du mouvement pour le chiffre d'affaires et les services monétiques, et j'en parle, mais tout ce qui est paiement des fournisseurs, centrale de règlement et tout. Et donc, elle préfère que ce soit elle qui soit le premier contact pour le client. D'autant plus que si elle n'est pas prête à octroyer le crédit, donc quel que soit l'avis qu'on va émettre, donc ce ne sera pas concrétisé. C'est pourquoi nous avons adopté l'approche, disons, de ne pas être offrant, c'est d'être donc en back-office. Donc, quel que soit notre canal d'intervention, que ce soit la banque, un organisme de leasing, une société de financement ou bien un fonds de capital risque, donc ce sont les institutions qu'on garantit.
Donc, c'est toujours eux qui doivent au préalable procéder donc, à l'analyse. Pour la deuxième préoccupation qui est d'être l'aléa moral, puisque jusqu'à maintenant, on n'opère pas à travers une garantie de portefeuille, c'est toujours une garantie individuelle même pour celle qui est déléguée. Donc, normalement, le client, il est toujours informé parce que la banque va lui facturer et c'est mis également clairement dans les contrats de prêt une commission de garantie au titre du produit tel, donc au niveau de Thamwilcom. Donc dans ce cas, c'est bien sûr le client il est informé, il est consentant, donc soit il accepte la garantie, soit il peut dire je ne veux pas, mais je veux proposer une autre sûreté. Mais vu le coût de la garantie, généralement, donc, on n'a pas ce problème parce que ça coûte beaucoup moins cher qu'une hypothèque ou d'autres sûretés. Il y a une seule situation pour laquelle nous, c'était un peu voulu avec le partenaire, c'est lorsqu'on garantit des institutions de microfinance. Parce que là, l'aléa moral est d'une autre dimension, c'est qu'ils ne voulaient pas que les clients soient informés, parce que sinon, et c'est eux qui payent carrément la commission, donc pour le client final, donc il n'y a pas d'impact. Pour la simple raison, c'est qu'ils ne veulent pas que les clients apprennent qu'une institution étatique, même si c'est une société, garantit leur crédit à hauteur de 70 ou 80%, parce que sinon, le crédit se transforme dans la tête du bénéficiaire en une subvention. Donc, c'est l'État qui règle si je ne paye pas. Donc, ils ont un peu insisté sur ce fait. Donc, on ne communique pas sur ce produit, donc on n'informe pas le client final. Mais sinon, pour le reste, donc, même si on a développé bien sûr la proximité avec les banques à travers un réseau, donc actuellement on a une dizaine de centres d'affaires composés entièrement d'anciens banquiers. Et leur travail demeure toujours l'assistance aux banquiers de la région. Parce que ça, c'est également un point important, c'est qu'auparavant, on traitait juste avec le siège. Donc, c'est-à-dire un nouveau produit, donc il est converti en une note adressée au circulaire adressée par le président ou bien par le siège aux agences. Mais après, on voyait que beaucoup de produits ne marchaient pas assez. Pour la simple raison, c'est que voilà, le chargé d'affaires, donc lorsqu'il reçoit, ou bien le référent, il reçoit plusieurs notes sur plusieurs mécanismes. Et donc, généralement, ils utilisent ce qu'il connaît, avec quoi il est familier. Et les autres, ils sont généralement classés jusqu'à ce qu'on ait le temps de les examiner. Maintenant, le rôle parmi les missions des centres d'affaires, c'est de promouvoir, d'expliquer, de fournir une sorte d'assistance technique, voire même une consultation préalable avec les clients. Et c'est grâce à ça qu'on a également pu faire bouger beaucoup de produits qui n'étaient pas assez utilisés auparavant. Je retiens qu'il y a quand même cette idée de consultation préalable avec le client. Voilà, c'est pas la saisine, mais il y a quand même ça. Et je retiens aussi l'idée qu'il y ait des banquiers qui parlent aux banquiers. Je pense que c'est important. C'est quelque chose de récent chez Thamwilcom. Ça fait partie de la stratégie ou c'est enfin, je ne vais pas dire un hasard. Je ne pense pas qu'il y ait de hasard, mais non, c'est pratiquement une dizaine d'années plus d'une dizaine d'années qu'on a commencé. On avait commencé avec un centre d'affaires, un seul, au nord du Maroc, à Tanger. Cette année, on vient d'ouvrir deux nouveaux centres, dans des régions qui ne sont pas couvertes. Maintenant, toutes les régions sont couvertes, au moins les chefs-lieux des régions. Et on est en train de renforcer ces centres d'affaires. Donc, parce qu'il y a également la partie, on peut dire bien sûr la partie analyse de dossiers, parce que c'est eux qui analysent les dossiers et ils ont carrément une délégation pour l'octroi des garanties jusqu'à un certain seuil. Au-delà, ça remonte au siège, mais c'est eux qui commencent la Mais le fait que ce soit des banquiers qui gèrent ces entités-là, enfin des anciens banquiers, c'est... Tout à fait. Deuxièmement, maintenant, il y a un besoin d'une mission de suivi et de proximité également avec les banques. Donc, sur certaines régions, on a même vu que les centres d'affaires ont commencé à atteindre les limites de capacité. On parle bien sûr de Casablanca. Et donc aujourd'hui, la vision, c'est de voir comment, par exemple, développer davantage les centres d'affaires pour qu'ils deviennent une représentation beaucoup plus large de Thamwilcom à la fois pour les banques, mais aussi pour le tissu économique. D'accord, en tout cas, merci beaucoup. Madame Boulel, comment vous essayez de mesurer, alors peut-être vous avez une réaction sur ces questions-là ou comment ça s'applique à Sotugard, mais je voulais vous demander comment vous travaillez à mesurer la qualité, la satisfaction finalement de vos clients. Vous
parliez de l'ensemble des choses, des dispositifs que vous aviez mis en place et la qualité de service. Est-ce que c'est vous-même, je suppose, votre préoccupation, mais est-ce qu'au niveau de Sotugar également, il y a des actions plus structurées sur ces sujets-là, de type enquête de satisfaction ou démarche, planification, on va dire, des améliorations? On essaie toujours de diversifier la garantie. On garantit tous les secteurs, sauf le secteur de tourisme et financier et du commerce. Mais on essaye de s'adapter à des situations conjoncturelles, comme pendant la pandémie. Les deux secteurs exclus ont été garantis, comme on a fait un fonds SAR Tourisme pour tout ce qui est tourisme, hôtellerie et tout. Le commerce aussi a été garanti. On joue sur la diversification de garanties. On essaye d'améliorer la communication avec nos partenaires pour avoir une meilleure partenariat. Merci beaucoup. Monsieur Metkan, je pense que vous vouliez, je vous sentais intéressé avec l'envie de réagir. Voilà, par rapport aux relations garanties avec les entreprises, ou même la relation, c'est directement avec la banque. Parce que la banque, c'est elle-même qui règle la garantie. Donc, autrement dit, la garantie est octroyée directement à la banque. Il faut retenir aussi que au niveau des bilans des banques, la garantie CGCI, c'est une garantie souveraine de l'État. La provision elle est à 100%. Donc, d'où l'intérêt d'avoir plus de garanties CGCI. Et il faut dire aussi que notre rémunération, elle est administrée. On est à 0,5%, c'est symbolique par rapport à la banque. Donc, je dirais même sur le volet satisfaction, on est aux côtés des banques, hein, sur des expositions, des foires, on est toujours présent à côté d'eux. Donc, on aura même le conseil d'administration de la caisse, et il est composé des directeurs généraux des banques publiques. Donc, on est suivi de près. Donc, on a soit la critique, soit on est bon, parce que là, c'est leur réseau, c'est leurs clients. Donc, ils sont avec nous au conseil d'administration, toutes les 6 banques publiques de la place. Donc, on est suivi de près. Voilà, donc, grosso modo, c'est ça. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Itiklev, voilà, vous avez entendu les fonds de garantie de 3 des 5 pays de votre zone d'intervention. Vous ne travaillez pas encore avec eux. Qu'est-ce que vous attendez d'eux, en fait, de manière pratique? Parce que plutôt que d'aller chercher des solutions, je pense que vous parliez d'un fonds de garantie panafricain qui doit être basé entre le Kenya et l'île Maurice, entre autres, ou d'aller chercher des solutions même à l'extérieur de l'Afrique. Est-ce que finalement, voilà, les fonds de garantie de vos pays d'intervention, de vos actionnaires d'ailleurs, ne représentent pas une opportunité? Et si oui, sous quelles conditions? Merci. Effectivement, le sujet mérite d'être posé parce que aujourd'hui, les fonds de garantie nationaux interviennent principalement avec les banques domestiques, les banques locales. Et le fait d'intervenir sur une dimension supranationale pourrait constituer une opportunité des deux côtés. C'est-à-dire, c'est un schéma qui pourrait être dans une logique win-win des deux côtés. Alors, cela pourrait se construire de 2 manières, à mon sens. La première manière, c'est de mettre des passerelles entre les fonds de garantie nationaux et les institutions multilatérales qui font du financement régional, d'une part, ou bien à travers du cofinancement, c'est-à-dire les institutions de financement multilatérales interviennent via une banque locale en bénéficiant d'une garantie locale. Et ça s'inscrit, il y a une reconnexion sur le schéma national domestique. Donc, ce sont, à mon sens, les 2 schémas qui mériteraient d'être exploités, explorés même de manière assez, je dirais, assez pertinente. Par ailleurs, autant que bailleurs de fonds, les bailleurs de fonds, toute nature confondue,
en deux dimensions ou deux attentes. Ce sont les délais de traitement et le coût de facturation. Donc aujourd'hui, il faudrait qu'on se pose la question, à travers le panel existant et à travers l'auditoire, et même ce sont des questions qui méritent d'être creusées davantage, c'est comment travailler sur ces deux dimensions-là pour améliorer les délais de traitement. Et là, on a eu quelques feedbacks, quelques retours d'expérience qui sont intéressantes et qui méritent d'être ne serait-ce que généralisées ou examinées pour pouvoir les développer davantage sur les délais de traitement. Et à mon sens, l'aspect digital qui coïncide également avec la thématique d'aujourd'hui, la digitalisation est une réponse importante et intéressante pour les délais de traitement. Pourquoi? Parce que les clients qui soient en demande directe ou à travers les banques, les plateformes, l'accès à distance pourrait être une réponse assez intéressante en matière de gain de temps de traitement. Après la construction de standards, le fait d'intégrer également des banquiers au sein des fonds de garantie, ou du moins un mindset de banquier au sein des fonds de garantie, pourrait être un élément facilitateur dans la construction de ces business models également. Parce que quand vous avez des vis-à-vis qui se comprennent, qui parlent le même langage, qui ont les focus sur les mêmes KPI, ça pourrait accélérer les choses, ça pourrait faciliter la compréhension des sujets. Donc ça, on est sur les délais de traitement. Après, le coût de la garantie, aujourd'hui, vous avez sur les schémas qui existent au niveau national des coûts relativement intéressants. Par contre, si on essaie de comparer le poids des promoteurs, des investisseurs et leur niveau de recours aux garanties institutionnelles, il reste relativement faible par rapport aux demandes de financement. Ça, c'est une question et c'est un constat qui est là, qui mérite d'être creusé. Vous avez eu, à travers votre étude, quelques éléments de réponse parce que, en toute honnêteté, aujourd'hui, moi, si j'étais promoteur, entrepreneur ou porteur d'un projet, un fonds de garantie peut être une réponse idéale pour moi. Par contre, pourquoi est-ce qu'une bonne partie ne passe pas par ce canal-là? Il faut aller voir quelles sont les raisons. Parce que le coût aujourd'hui est quand même assez intéressant, mais peut-être qu'il y a d'autres raisons qui mériteraient d'être creusées pour pouvoir soit migrer vers des produits adaptés aux investisseurs d'un certain niveau. Et là, j'ai entendu la CGCI qui va jusqu'à 350 millions de dinars algériens. Également, il y a des solutions avec Temwilcom, donc qui part de la microfinance jusqu'à un certain nombre de projets. Donc, à mon sens aussi, ça mérite qu'il y ait un examen plus approfondi pour pouvoir adapter sur un sizing assez élevé en matière de projet, en matière de financement, pour pouvoir capter ce segment qui, à mon sens, est un segment qui connaît une forte exposition au risque et qui mériterait une réponse. Et dans certains cas, les promoteurs, les investisseurs, moi je vous parle également à travers ma casquette de banquier de développement, mais également de 25 ans de banque commerciale, agressif derrière avant d'être banquier de développement, c'est qu'on a vécu des expériences où le porteur de projet est prêt à payer plus cher s'il a un niveau de couverture intéressant, au lieu de donner des garanties, des hypothèques qui peuvent soit lui poser problème au plan administratif, soit prendre beaucoup de temps en matière de recueil. Je dirais pas d'exécution, mais beaucoup plus de recueil. Donc ça, c'est un élément qui pourrait être intéressant en matière de coût pour pouvoir capter. Et je disais, le premier cas, c'était la réduction des délais de traitement à travers une forte digitalisation des processus avec des schémas construits à travers un parcours client qui peut démarrer même avant l'arrivée à la banque. C'est-à-dire, vous avez un onboarding qui se fait par le client avant même de se présenter ou de présenter son dossier à la banque pour pouvoir avoir éventuellement même une sorte de quitus d'éligibilité de son dossier à ce type de garantie. C'est bien noté. Je pense que sur les deux points que vous avez posés, enfin, vous n'avez pas été là au panel précédent, mais bon, les tarifications sont quand même globalement agressives, on va dire, et ambitieuses, et très différentes en tout cas des fonds de garantie commerciaux que vous avez pu implicitement citer. Je pense que sur les délais de traitement, il y a aussi des efforts qui sont faits. Je pense que les participants en ont témoigné aujourd'hui.
Peut-être, c'est vrai que sur les niveaux de garantie pour matcher, j'ai envie de dire, avec des prêteurs comme peut l'être la BMIS qui n'intervient pas pour 100, 200 000 $, il y a peut-être parfois un petit travail à faire. On va aller vers la conclusion de ce panel. Je voudrais que chacun d'entre vous peut-être partage avec l'auditoire les 2 ou 3 grands axes qui lui restent à construire dans les relations avec les banques. Il y a certes une démarche d'amélioration continue, mais voilà, quels peuvent être les motifs pour vous d'insatisfaction à améliorer? On a beaucoup parlé de ce qui va bien. Parlons quelques mots sur objectivement ce qui pourrait aller mieux et être amélioré. Je peux commencer la question qui fâche. Bon, pour nous, les axes qui sont déjà identifiés, c'est d'abord de poursuivre la digitalisation pour qu'elle devienne totale, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus d'échanges. Lorsqu'on parle de digitalisation, ce n'est pas uniquement de supprimer l'échange par papier, mais c'est-à-dire pour nous-mêmes, le fait juste d'échanger par mail, ce n'est pas de la digitalisation. C'est-à-dire qu'il faut que plutôt les workflows, les process puissent voilà, être au maximum simplifiés avec les partenaires bancaires pour que le dossier depuis son arrivée, voire même avant, jusqu'à la clôture, soit suivi avec un minimum, disons, de mobilisation, par exemple des relations bancaires, juste pour se renseigner sur l'état d'avancement d'un dossier, ou bien par exemple pour se renseigner sur la commission, est-ce qu'elle a été réglée ou pas, parce que c'est parmi les critères de validité de la garantie. Donc, parmi par exemple les choses qui peuvent parfois frustrer les banques, c'est le fait que généralement elles opèrent des règlements par groupe parce qu'elles ne vont pas payer dossier par dossier, mais sans pouvoir pour autant démontrer que donc par absence parfois de référence ou bien parce qu'on n'a pas encore établi un cadre qui permet d'identifier sur le dossier de façon automatisée, démontrer que nous avons réglé la commission de ce dossier particulièrement. Donc, c'est parmi bien sûr les choses sur le plan opérationnel qui nécessitent bien sûr un traitement qui ne peut être qu'à travers le digital. Deuxième axe sur lequel nous sommes en train de travailler, c'est de rendre le suivi et le reporting un peu beaucoup plus collaboratif et à valeur ajoutée pour la banque. Il ne s'agit pas uniquement de nous dire où est arrivé le dossier, quel est l'encours, quels sont les impayés, mais de voir avec les banques peut-être même pour anticiper voilà, les difficultés qu'une entreprise peut rencontrer, voir quelles sont les solutions, par exemple, à prévoir, rééchelonnement, autres solutions, voire même anticiper des changements au niveau de notre offre de produits pour éviter que la banque soit obligée, juste après quelques impayés, par exemple, d'opter pour l'appel de la garantie. Donc, c'est, disons, plutôt cette poursuite de relations, disons, de partenariat gagnant-gagnant, avec, bien sûr, parmi les axes que nous avons juste commencé récemment, mais ça, c'est pour les primo-accédants, de faire une sorte de rôle de market maker pour les banques. Par exemple, pour les primo-accédants qui vont investir, nous avons développé récemment une plateforme qui permet d'assister les porteurs de projets qui ne sont généralement n'ont pas forcément une culture financière, de structurer les dossiers de façon selon un canevas que nous avons agréé avec les banques, et par la suite de mettre ce pipeline de projets à disposition des banques pour qu'elles puissent voilà, avoir l'apprécier préalable et dire je suis intéressé par ce dossier ou pas. Donc c'est une expérience que nous venons juste de commencer. Et peut-être demain, on pourra la généraliser pour le cofinancement, pour les projets d'investissement, pour des tickets peut-être un peu plus grands, à travers peut-être de l'assistance, le scoring préalable du dossier et autres informations qui puissent être utiles pour les banquiers. Pareil aussi, idéalement, l'amélioration de la digitalisation et l'intelligence artificielle, même si on est en voie de développement.
même si on a fait une plateforme web, on reçoit encore des déclarations avec des paperasses, avec des études lourdes. Donc, idéalement, améliorer la digitalisation. Mais en bref, on est en train de s'améliorer, comme pour l'indemnisation. Avant, on donnait une avance, non, oui, une avance qui sera restituable après 2 ans. Maintenant, dès le déclenchement du fait générateur, on donne une avance de 70%. Et le reliquat sera versé dès que la procédure judiciaire est finie avec un PV de carence. Voilà. En ce qui nous concerne, donc en interne, on a développé à travers un système d'information intégré. Donc on a un ERP qui englobe l'activité, la garantie, la comptabilité et la logistique. On a aussi développé une gestion électronique des documents en interne, donc on a éliminé la paperasse. C'est tout ça pour améliorer les services envers nos partenaires banquiers. Un projet de relever le montant maximum de crédit à la demande de nos partenaires parce que 350 millions, juge que c'est un peu minime. Donc, on va aller sur peut-être doubler 700 millions minimum, hein, peut-être entre 700 et 1 milliard de dinars. On est en train de travailler pour présenter aux instances pour validation. Beaucoup plus, le point négatif reste le recouvrement. On travaille beaucoup avec les banques sur l'accélération des recouvrements. Surtout, il ne faut pas oublier que notre intervention en indemnisation, ce qui fait la différence des autres pays voisins, on intervient à la première demande à 80%, directement à la première demande de restants dus. Ça, c'est énorme pour la création. 80% et 60% au développement. Donc, on encourage beaucoup plus la création. C'est-à-dire, la banque, elle reçoit une indemnité de 80%. Psychiquement, elle met le dossier dans le tiroir. Elle a eu CGCI, c'est ça le problème. Donc, on doit aller les voir pour continuer la procédure parce qu'ils doivent nous restituer notre quote-part. Une fois qu'ils récupèrent la difficulté, peut-être on va voir, mais c'est notre point fort. Si on va revoir les conditions d'indemnisation, comme ils font ici et là, de donner 30% après les 70% à la recouvrement. Donc, c'est notre point fort, c'est-à-dire indemniser en une seule fois 80% du reste tendu. C'est énorme quand même. Heureusement, on a une assise assez importante, 20 milliards de dinars de capital. On est loin je dirais, de soucis de liquidité. Hein. À ce jour, on est à 6 milliards de dinars d'indemnisation, qui représente 19% d'indemnisation. Donc, on a une assise quand même financière assez importante. Je vous remercie. Merci beaucoup. Quelques questions de la salle sur Adam? D'après votre expérience, quels sont les points de défi ou les stratégies, les meilleures pratiques auxquelles sont confrontés sur la relation avec les banques concernant, comment le dit, la liquidation ou la réclamation du garantie? Alors, qu'est-ce qui peut répondre? Tenter une réponse en premier. Donc, pour nous, l'expérience qui a marché, c'est que nous avons distingué entre les très petits tickets et les tickets plus grands. Et donc, pour inciter les banques à nous donner de l'information régulière sur tout le cycle de vie du dossier, c'est-à-dire pas uniquement l'octroi, mais l'octroi, le suivi, la difficulté, la clôture, le recouvrement. Nous avons introduit par exemple une sorte de mesure incitative, c'est que les banques qui développent avec nous le système d'échange de données entièrement digitalisé, lorsqu'elles déclarent le défaut, on les indemnise
à hauteur de l'intégralité du montant déclaré. Et par la suite, on suit avec eux, sachant que nous, normalement, on indemnise en perte finale, mais on leur avance le montant demandé en intégralité et on suit avec eux jusqu'à ce qu'on puisse, par exemple, recouvrer le cas échéant bien sûr un certain montant. Sachant que généralement, on ne s'attend pas beaucoup à une indemnisation, à un recouvrement pour ces dossiers parce qu'on s'adresse à des très petites entreprises. Et les banques généralement se limitent à des sûretés qui ne veulent pas beaucoup de choses, généralement, à part notre garantie. Donc, c'est des cautions personnelles, c'est des nantissements de fonds de commerce que nous savons. Donc, un fonds de commerce, s'il n'est pas vraiment adossé à une marque ou à une franchise, il ne vaut pas grand-chose lorsque l'affaire tombe. Et donc, pour un peu simplifier les choses, on a adopté cette distinction entre les deux circuits. Pour ceux qui dépassent un certain seuil, donc c'est pour les inciter également, on est en train de voir comment donc les inciter à travers les modalités de mise en jeu de recouvrement également, pour qu'elles adhèrent à à cette stratégie d'échange digitalisé sur tout le cycle de vie d'un dossier. Autre contribution? Alors, en ce qui concerne l'indemnisation, le dossier doit être déjà déclaré chez la Sotugar en face du déblocage. Après, dès l'obtention du fait générateur, un acompte de 70% de la quotité garantie du montant impayé sera versé à la banque et le reliquat qui est de 30% sera versé à la fin de la procédure judiciaire par un PV de carence. Et le délai de traitement ne dépasse pas 60 jours maximum. Merci. Il y avait une autre question? So, well, an open question to anyone who would like to reply. On one hand, we want to improve the relationship with banks, but on the other hand, we need to get to receive our data. We need to get informed about the loans dispersed. So, for example, we need their dispersed amount, we need the grace period, we need the installment plans. So, at Atlantic Development Bank, we get informed with XML. Is there any other mechanism that you propose, something different that you find it nice to have as best practice? Thank you. Thank you. En ce qui nous concerne, CGCI, donc on a installé une plateforme numérique. C'est un tableau de bord pour la banque. On trouve le portefeuille vivant de la banque et ça permet l'échange. Non seulement les demandes de garantie, mais aussi les indemnisations, toutes les notifications. C'est un échange d'une manière électronique, hein, ce qu'on a pu améliorer pour éviter tout ce qui est téléphone, fax. C'est plus rapide hein, sur le site et en temps réel, hein, avec des vis-à-vis en temps réel, on répond sur toutes les préoccupations des partenaires. Donc c'est le point fort, c'est la digitalisation. Hein. Ça nous a beaucoup aidé. Donc on a senti la performance de cette digitalisation. Is it always vis-à-vis? Because from our experience, we have discrepancies, to be honest. C'est vrai, donc c'est récent, c'est depuis 2023, donc des fois il y a des blocages, vous savez, ça fonctionne avec Internet. Des fois, c'est des problèmes techniques, mais on essaye de combler ce vide à travers des appels téléphoniques et on reçoit aussi du courrier.
on est performant au niveau pour la réponse, mais beaucoup plus à 90%, je dirais, par plateforme numérique, les échanges digitalisés. Thank you. So this is it for today. Thank you so much to everyone for your patience, for your time, and for listening. I think it was a really engaging first day. So thank you so much also to Luke, our moderator. It was really interesting. I need you all to stay here for a picture. We're going to take a group picture.